Certains sont tombés au champ d'honneur, certains sont décédés après l'indépendance, et d'autres sont toujours en vie. C'est un premier contact, afin de rassembler et de sauvegarder tous les témoignages de ceux, hommes et femmes, ayant fait partie de la cellule de l'ILN, de Maison Carrée, actuellement. El Arach, confirme Mostefaoui Mahmoud, un des responsables des groupes armés chargés de réorganiser l'action armée dans ce quartier de la capitale. L'histoire sera écrite, afin que nul n'oublie. Honneur et gloire à nos martyrs. Vive l'Algérie! Afin que nul n'oublie, aujourd'hui, une partie de l'histoire de l'Algérie nous est présentée pour que la mémoire demeure éternelle. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir parmi un plateau élogieux. Nous allons vous présenter dans un premier temps un livre de monsieur Mahmoud Mostefaoui qui, avec ses compères et ses confrères, ont voulu retracer une partie de l'histoire de l'Algérie pour nous faire participer à cette mémoire. Monsieur Mahmoud Mostefaoui, bonsoir. Bonsoir. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur notre plateau. La première question qui me vient à l'esprit, c'est en fait, pourquoi ce titre et pourquoi ce livre? Vous savez, en Algérie quand même, ça s'est passé beaucoup de choses, surtout pendant la guerre d'Algérie. Nos jeunes, je pense qu'il ne faut pas qu'ils oublient ce qui s'est passé. Parce que la plupart de nos jeunes ne savent pas exactement la guerre d'Algérie. Et c'est pour cette raison que j'ai fait ce livre avec mes amis, mes confrères, mes frères de combat, qui sont ici présents. Alors donc il y a M. Chaibi, qui était responsable aussi, avec moi à Maison Carrée. Et il y a M. Rabah Boutelji, qui était aussi dans le même groupe que nous. Et il y a M. Hamri Ahmed. Et il y a M. Azibi, c'est lui qui a fait l'ouvrage. Et puis, sans oublier, M. Ouzé Yahya, qui était un chef de zone à la Wilaya 4, dans la zone 1, et qui est commandant en retraite. Historiquement, la bataille d'Alger a été le nerf de guerre, celle qui a en fait mis les ressources les plus en relation entre elles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tenu à mettre ces personnages historiques qui sont parmi nous. Notons au passage que certains ont entre-temps disparu dans le livre. 50 ans, nous sommes donc 50 ans après. Donc on connaît M. Mostefaoui, bien sûr, et toutes ces personnes historiquement présentes aujourd'hui à travers le combat qu'elles ont fait. Et des générations après, nous sommes 50 ans après, qu'est-ce qui a bien pu pousser ces personnes à vouloir partager leur histoire, leur expérience à travers ce livre? Alors, pourquoi un livre 50 ans après? C'est vrai que le temps passant, en principe, la mémoire, ce n'est pas l'idéal pour écrire ses mémoires. Mais vous allez trouver, on a expliqué ça dans l'introduction. Alors, ils ont pensé qu'il fallait écrire pour deux raisons essentielles. Une, leurs camarades sont en train de disparaître au jour le jour. Donc, il fallait que les survivants laissent un témoignage d'abord pour les absents, c'est-à-dire leurs camarades morts au combat, ceux qui ne sont plus là. C'est un devoir de mémoire. Bon, ils sont morts dans l'anonymat et on ne leur a pas rendu justice, moi, je pense. Et deuxièmement, un témoignage pour les générations actuelles, les jeunes générations d'aujourd'hui et de demain, parce que c'est les jeunes qui n'ont pas connu la France coloniale ne peuvent pas comprendre tout à fait un pan de leur histoire. Comment des jeunes à peine sortis de l'adolescence, sans armes et sans argent, ont réussi à relever l'incroyable défi, mettre fin à la colonisation, affronter l'armée française qui, à l'époque, en 1954, était l'une des plus aguerries au monde. C'est celle qui a fait le plus de guerres. Elle revient de l'Indochine, elle a l'expérience de la guérilla, etc. C'était l'une des meilleures armées de terre au monde. Et de plus, elle a bénéficié de la logistique de l'OTAN qu'elle a hérité de la Seconde Guerre mondiale. Tout le stock américain militaire était pris par l'armée française, donc elle s'est servie, les JEP et tout ça, c'était des trucs américains. Évidemment, ce n'est que 50 ans après, les blessures se sont cicatrisées, la mémoire, on peut en pardonner, mais on ne peut pas oublier, on n'a pas le droit d'oublier. Donc, il y a un devoir de mémoire qu'il faut faire. Une question qui nous intéresse aussi, c'est que dans le titre, il est indiqué « La bataille de Maison Carrée ». La bataille de Maison Carrée, pour peut-être signifier, M. Mahmoud Mostefaoui
Vous me direz, si je me trompe, que parmi les batailles qu'il y a eu à Alger, celle-ci a été la plus révélatrice, la plus significative en termes d'effervescence, d'efficience et de résultats. La bataille de Maison Carrée, bon, c'est une bataille que l'ordre est venu de la zone 1, c'est-à-dire du chef politico-militaire qui a désigné un zonal. Et le zonal là, c'est Boudjema al-Bakari. Et c'est lui qui est descendu en ville dans le but de montrer qu'il y a toujours des attentats, malgré un bon moment qu'il n'y a pas eu d'attentats sur Alger ou les environs. Donc là, on a commencé à faire des attentats et ça a été quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été vraiment très médiatique et ça a quand même attiré beaucoup d'attention des pays étrangers qu'en Algérie, il y a toujours des attentats et des attentats spectaculaires. Monsieur Bouteldji, que s'est-il passé au lendemain de 1958-1959 ? Où en est-on de l'organisation des activistes? En fait, où en est-on au niveau de la résistance? Le capitaine de la zone avait pris une décision pour faire descendre l'ALN en ville pour reprendre les activités. Parce qu'à un certain temps, depuis 58-59, les activités ont baissé. Il y avait des arrestations, il n'y avait plus la Maison Carrée était morte. Alors il y avait des instructions pour faire la descente de l'ALN en ville, pour réorganiser la logistique, le financement, l'habillement, la formation des groupes armés, pour faire revivre les activités et dire à l'ennemi que toujours l'ALN et le FLN est présent en ville. Il y avait un conseil de zone au niveau de la zone 1 de la Ouida 4, en présence du capitaine Abdelhamid Tata, d'envoyer des officiers de l'ALN en ville, à Maison Carrée, pour refaire l'organisation, refaire des groupes armés, la logistique, tout ce qu'on suit. Il y avait comment dirais-je, il y avait Seboudjema al-Bakari, le lieutenant de l'ALN. Il y avait Abdelnour Ben Smaïn, il y avait Abdelkader Belkhouja. C'était des responsables de l'ALN qui sont descendus en ville pour reprendre les activités. Et il y avait des groupes qui étaient en instance dormante. Et la logistique existait des groupes. Il y avait avec les contacts avec des responsables qui étaient en ville. Il y avait la relève qui a été prise en ville. Ils ont organisé, ils ont commencé à faire des attentats. Il y avait le premier mitraillage qui a été fait au niveau du marché des bestiaux de Harash. Il y avait une bivette, un mitraillage avec des officiers de l'ALN. Il y avait Abdelnour Ben Smaïn, il y avait Abdelkader Berraqi, ceux qui ont fait cet attentat. Le colonialisme français avait trouvé des balles, des étuis de balles écrits en arabe. Là, ils ont attiré l'intention que l'ALN est en ville. Et d'après ça, ça a commencé les attentats. Après la suite, ça sera donné par mes collègues qui sont là ici. Parmi les 6 zones qui sont en fait présentes à cette époque-là, qu'est-ce qui a fait les spécificités de la zone 1 à Alger? Pourquoi? Quel découpage? Qu'en pensez-vous? L'historique de la Wilaya 4 qui englobe en gros le centre du pays était au départ composé de 4 zones, puis de 6 zones, réparties comme suite. La zone 1, Bouzegza, Zbarbar, L'Arba'a, Mftah, Palistro, Oued al-Akra, Hammam Louane, Tablat et bien sûr Alger. Monsieur Mostafaoui, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle était la grande différence qui caractérisait à l'époque le côté urbain, combat urbain, et tout ce qui se rapportait au maquis? Je suppose qu'il y a une grosse différence sur le terrain, une approche différente et des résultats complètement différents. Oui, naturellement, les résultats sont complètement différents. Pourquoi? Parce que le combat en ville, c'est très très difficile. Et d'un côté, ça donne une très grande valeur pour les médias et surtout en politique internationale. Parce que quand il n'y a rien,
on n'en parle pas, on dit que la guerre en Algérie est terminée. Mais par contre, quand il y a les médias qui disent qu'il y a des attentats et des attentats spectaculaires, donc ça attire quand même l'opinion internationale et qui voit quand même que la guerre en Algérie, c'est une vraie guerre. Oui, mais simplement c'est très difficile. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'indicateurs, et la plupart, naturellement, c'est des Algériens, donc c'est difficile de pouvoir les contrôler et tout. Il faut être très vigilant, il faut quand même savoir comment marcher, comment faire ces attentats et comment arriver à un résultat. Bon, vous savez, moi, quand mon supérieur est venu, c'est lui le journal, c'est Boudema Al-Bakari, il m'a envoyé par le Sirabah une liste de 50 indicateurs. Et 50 indicateurs, vous savez, c'est pas facile. Parce que vraiment, on a commencé avec Chaibi, chacun de son côté, et on a fait vraiment un travail extraordinaire. On a récupéré des armes, on a éliminé la plupart des brebis galeuses qui parlaient quand même beaucoup contre l'Algérie. Et on leur a montré quand même que les Algériens sont toujours là et la guerre existe toujours. Nous sommes ici parmi une famille et dans une famille de militants. Qu'est-ce qui a poussé l'ensemble de cette famille à se nourrir de ce militantisme algérien? Quand j'ai recueilli le témoignage des survivants et quand on m'a parlé de ceux qui ne sont plus là, c'est incroyable. Ce sont des gens extraordinaires. Et Chaibi, il a fait montre d'un courage incroyable, une témérité folle. Et je lui ai posé la question à notre ami. Je lui ai dit, mais enfin, pourquoi cette audace folle? À aucun moment vous n'avez eu peur? Il m'a dit, non, mais on ne pouvait pas avoir peur parce que nous étions déjà morts. Et ça, c'est vrai. Ils sont morts parce que justement, on revient à cette histoire de colonisation française en Algérie. Ils ont le courage de ceux qui n'ont plus rien à perdre parce qu'on leur a tout pris. C'est cela, ce sont les damnés de la terre, très bien expliqué par Frantz Fanon, théorisé. Bon, ils n'ont rien à perdre parce qu'on leur a tout pris. Et la colonisation française était exceptionnelle. En France, la France, quand elle est rentrée au Maroc, en Tunisie, elle a dit c'est un protectorat. Elle a laissé les structures intactes. Elle leur a dit je passe, je ne fais que passer. Donc, on n'a pas touché à l'identité marocaine et tunisienne. Par contre, l'Algérie, c'était la France, c'était une colonisation de peuplement. Résultat, on a appliqué la même technique que les Anglais aux États-Unis avec les Indiens. Nous connaissons aussi M. Mostafaoui à travers la boxe. Or, à l'époque, il y avait peut-être, par le biais du sport, ça sous-entend que dans son livre, et ils mettent l'accent là-dessus, il n'y avait pas beaucoup pour les indigènes, ça aussi on y reviendra. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le portrait de M. Mostafaoui. On se retrouve dans quelques instants. Né à Dilis le 19 septembre 1937, Mahmoud Mostafaoui, dès l'âge de 8 ans, il doit suivre ses parents venus s'établir à Alger, au quartier PLM de Maison Carrée, actuellement le Harrach. Son père, Mouhrabah Mostafaoui, prolongé de son état, s'établit comme il put dans le quartier déshérité de PLM, le seul endroit accessible aux autochtones. En effet, à Alger, comme dans toutes les autres villes du pays, la ville arabe côtoie la ville française. Des frontières non codifiées mais réelles séparent les deux communautés. Nous sommes ici au parc, dans le quartier de Boumati. En fait, c'est le cœur d'Al-Harrach. Beaucoup de noms de la boxe algérienne sont sortis de l'ex-Maison Carrée, dont Omar Kouidri, le célèbre boxeur de stature internationale, qui a livré en 1938 un combat contre Marcel Sardan. C'est ici la salle de boxe du parc de Boumati.
où il y a eu dans le temps Omar Khouidri et pas mal de professionnels tels que Patacha, Youssef Slimane. Il y avait de très très grands boxeurs, ainsi que le manager Rizqi Witness. C'était en quelle année? Les années 40. Khouidri et Hassas sont un pur produit de l'école de boxe Harachi, des noms qui ont compté dans ce sport en Algérie. Il y a les frères Azouz et sans oublier le boxeur Mahmoud Mostfawi qui a obtenu le Grand d'Or en 1955. Voici l'histoire et la fin du jour où nous avons arrêté la boxe. Ce jour-là, le FLN a donné des instructions. Il y a Abdelkader Azouz, Mahmoud Mostfawi, Ben Hlima et moi. Pendant cette période, il y avait Abdelkader Azouz qui devait boxer pour le championnat d'Afrique du Nord. Au moment où l'on sortait de la salle, on a trouvé une lettre sous la porte. Ami Slimane et moi, on a ouvert cette lettre et on a trouvé l'ordre du FLN qui était clair et précis. Il fallait arrêter la boxe. À partir de ce moment, on a commencé à militer pour la révolution. Ainsi, une révolution s'est déclenchée. C'était ce jour-là où l'on devait arrêter la boxe. À 18 ans, il entre dans la clandestinité, au lendemain du déclenchement de la révolution. Tour à tour, Fidaï, chef de groupe, maquisard, il sera de tous les combats. Dès 1962, il se retire de la vie publique et se consacre à sa famille. Nous revoilà en compagnie de nos invités. Aujourd'hui, l'Algérie tire son dynamisme et sa force, justement, de ses racines. Et ces racines sont aujourd'hui présentes parmi nous. J'aimerais qu'on puisse en parler. Alors, on demande à M. Rabat, qui est le frère de M. Mostfawi, en 1945, que s'est-il passé par rapport à cette famille, et cet ancrage, ce marquage qu'il y a au niveau de la tradition algérienne, ce militantisme? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours été nationaliste depuis ma jeunesse de 14 ans. Et j'ai écrit sur les murs. On faisait des petites bêtises contre les Français. On leur jetait pour le 14 juillet pour éteindre les lumières pour qu'ils dansent pas. On a fait beaucoup de choses avec mes camarades. Il y en a qui sont vivants, il y en a qui sont morts. En tous les cas, moi, j'ai toujours été militant jusqu'à la fin. Quand j'étais arrêté en 1945, j'ai été torturé par les Français. J'ai passé 8 mois à la prison de Serkadji. On appelle les premiers la grève de la faim. On était avec les prisonniers de droit commun pour être tous réunis. On a fait la grève de la faim de 8 jours et on a été satisfaits puisqu'ils nous ont séparés des droits communs. On a eu une salle que pour les politiques. Parmi eux, il y avait Saad Dahleb et il y avait beaucoup de militants aussi en ce temps-là. Et je suis content d'être réuni là avec les nouveaux combattants de la liberté et je suis satisfait et heureux d'être parmi eux. Merci. C'est de l'émotion, c'est de la souffrance qui remonte effectivement. Et puis j'aimerais aussi qu'on interroge un de nos derniers et honorables présents, c'est-à-dire vous allez pouvoir témoigner quelques instants. Dites-nous le mot de la fin, si vous le souhaitez, sur ce que ça vous a inspiré, afin que nous n'oublions. Alors, il vient de me dire, tout a été dit. Donc, effectivement, c'est très difficile de passer derrière tout le monde comme ça. Voilà. Et on va l'aider. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la fin pour conclure? Comme je l'ai dit, tout a été dit dans le livre. C'est l'histoire d'un groupe d'amis
qui a combattu pour la libération du pays. Et qui se retrouve encore 50 ans après. 50 ans après, Et témoigner Alors, des choses vécues. Et ça, c'est un beau cadeau pour les générations qui viennent, quand même. Exact. C'est un beau cadeau. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit avant tout. C'est Ça surtout suffit. ça. Ah, C'est surtout ça. C'est ce que on a bien compris dans ce livre. C'est surtout ça. C'est surtout ça que l'on présente. C'est offrir. Hein. C'est un présent, c'est un cadeau que l'on fait aux générations qui sont. Aux générations futures, c'est exactement ça. C'est dans ce but qu'il a été dit. Est-ce que les jeunes aujourd'hui en Algérie, bon, à travers leur père, ils ont cette histoire, mais est-ce qu'ils l'ont bien précisément? Est-ce qu'ils l'oublient? Est-ce qu'ils la perpétuent? Qu'est-ce que ça vous inspire? Il n'y a pas eu beaucoup, justement, d'histoires, de livres d'histoire qui racontent cette guerre qui s'est passée. Et ce n'est que maintenant qu'on commence à comprendre qu'il y a eu une guerre. Donc c'est un peu tard, mais les gens commencent à prendre conscience. Voilà, de la réalité, du vécu, qui vous donneront certainement, historiquement, une cartographie précise de ce qui s'est passé pour ceux qui veulent faire un travail d'histoire, pour ceux qui veulent faire d'échanger, qui veulent aussi faire un travail d'anthropologie, puisqu'on a parlé d'identité aussi, voire de psychanalyse aussi et de psychothérapie, parce que c'est de la souffrance que l'on partage aussi entre nous. C'est plus qu'un livre, c'est plus qu'un témoignage. Il s'agit à la fois d'archives, mais aussi d'un regard. Or, ce qui serait intéressant aussi pour nous, c'est de savoir ce qui a été vécu et comment ont vécu le peuple algérien durant la guerre. Tout à l'heure, on parlait de choses non dites, c'est ça? La torture n'a jamais été reconnue. Ça, c'est un non-dit. On n'a jamais parlé de torture. On a gommé. On n'a jamais reconnu la torture en Algérie. Alors, résultat, le spectacle qu'offrent les suppliciés est insoutenable pour tout individu digne de ce nom. On ne peut supporter de les entendre gémir, délirer, hurler de douleur, halluciner et les voir sombrer dans le coma. Bon. Dans la triste atmosphère des salles de torture, 50 années plus tard, en ces années 2000, les langues se délient, les consciences se délivrent d'un fardeau trop pesant. On a vu des Français reconnaître 50 ans après. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est une émission sur la 5 ou la 3, je ne me rappelle pas, où un médecin qui était présent dans les salles de torture a témoigné. Bon, et ben, j'ai cité son cas. C'est ainsi que nous assistons par-ci par-là à la télévision française au témoignage des anciens appelés du contingent français, des témoins sinon des acteurs de séances de torture, tenaillés par le remords, parlent à cœur ouvert devant les caméras. Nous retenons un seul parmi tant d'autres, celui d'un médecin militaire français appelé en Algérie durant la guerre de libération, octogénaire. Il témoigne de ce qu'il a vu de ses propres yeux. Il n'a pu retenir ses larmes devant la caméra. Il affirme qu'il s'en veut d'avoir été lâche, car témoin de tant d'atrocités, il aurait dû dénoncer les faits, sinon, à tout le moins, démissionner, comme d'autres l'ont fait à l'époque. Son récit était poignant et irréfutable. Nous avons là un témoignage de première main. Ce médecin révèle au spectateur ahuri le sort qui était réservé aux prisonniers. En effet, le sort des suppliciés était scellé d'avance. Alors, qu'ils parlent ou qu'ils résistent, ils étaient inexorablement éliminés, car ils devenaient des témoins gênants d'une barbarie sans nom. Toujours selon ce médecin, le scénario est toujours le même. On torture le prisonnier. S'il meurt sous la torture, comme c'est souvent le cas, on fait disparaître le corps. S'il résiste et s'en tire vivant à la fin des épreuves, alors on l'élimine sommairement dans ce qu'on a désigné à l'époque par un euphémisme, la corvée de bois. Cela consiste à sortir le prisonnier en campagne pour officiellement ramasser du bois. Arrivé sur les lieux, on l'exécute froidement. Après, on justifie l'assassinat par une tentative d'évasion. Il n'est que de consulter la presse de l'époque pour retrouver ce schéma presque quotidiennement. Un hors-la-loi abattu lors d'une tentative d'évasion au cours d'une corvée de bois. La France n'a jamais reconnu officiellement la pratique de la torture en Algérie, en tout cas pas dans la dimension qui a été la sienne. On a préféré parler de cas isolés, de bavures en somme, alors que la France coloniale d'alors a atteint des sommets de barbarie rarement égalés. Voilà, je vous remercie et je souhaiterais quand même donner le dernier mot à M. Mahmoud Mostafawi pour son livre, pour qu'il puisse sacraliser peut-être ou synthétiser toutes les parties de ce livre. Vous savez, Dieu nous a préservé la vie. On est arrivé à notre indépendance et on est très fiers quand même de voir notre emblème et très fiers aussi de voir mes amis qui étaient avec moi au combat et vraiment qu'on a vraiment souffert. Je parle de mon ami Rabah qui était blessé et torturé alors qu'il était mitraillé. Il y avait 2 chouhadas, c'est-à-dire 2 martyrs dans la voiture et 2 blessés graves. Alors parmi eux, lui qui a été torturé.
Et il y a de l'autre côté mon ami et mon cher ami qui ne veut pas parler, c'est l'Akhdar Cheibi, qui a vraiment aussi souffert, qui a été arrêté. Et il a eu le courage de s'évader du 45e avec les menottes au poing, et qui m'a regagné au maquis. Et on est vraiment très fiers de ce jour, et honneur à nos martyrs, et vive l'Algérie. Eh bien voilà, nous avons participé aujourd'hui à ce débat, à cette présentation de livre. Nous sommes heureux d'avoir pu essayer de vous apporter quelques compléments d'informations sur ce qui s'est passé. Mais je vous rappelle que vous retrouverez tout ça dans le livre. C'est écrit, c'est bien écrit, et surtout c'est de l'amour, du vécu, de la souffrance qui sont portés, qui sont présentés et qui sont offerts à tout public. Merci beaucoup, bonsoir et à la prochaine. Au revoir.